là, on sous-entend, les gens disent que les droits sont respectés, mais apparemment sur le terrain, les droits ne sont pas respectés. Et quand je dis non, non, c'est plus qu'il n'y a rien qui apparaît. Et les femmes actuellement, ils sont vraiment maltraitées, à tout moment tuées. Je dirais même donc ces lois que nous parlons de femmes ne sont pas respectées. C'est-à-dire, moi je l'ai toujours dit, les lois de femmes sont beaucoup plus respectées chez les Occidentaux. Là, ils savent quand même les lois. Ils savent respecter les femmes là-bas. Mais chez nous, les Africains, en tout cas, non. Aujourd'hui, les femmes ont une place et surtout dans le monde des médias. Je dis ça parce que je compte devenir un jour journaliste. On voit aujourd'hui dans le monde des médias que les femmes occupent plusieurs places. Et bien que la lutte continue encore, mais aujourd'hui, les femmes ont aussi le droit de travailler dans des entreprises tout comme les hommes. C'est vrai que la femme n'est pas égale à l'homme, mais la femme peut aussi faire ce que l'homme peut faire. Elle est aussi importante et utile à la société. En ce qui concerne les femmes, bon, on trouve les femmes partout. On se retrouve pour un nouveau numéro de votre émission Place à la justice. Comme vous le savez très bien, cette fois-ci, c'est exceptionnel parce que cette émission est dédiée à la femme, aux droits de la femme en République démocratique du Congo. Comme vous le savez très bien, la femme ne vit plus dans un milieu homogène et il est en plus de sa propre culture, en présence de la civilisation occidentale et d'innombrables coutumes. Alors aujourd'hui, en République démocratique du Congo, 62 ans après, il est temps de faire un bilan sur les avancées, sur la problématique du droit de la femme en République démocratique du Congo. Et pour la première fois, j'ai le réel plaisir de recevoir sur ce plateau une femme. Elle est architecte de formation, c'est exceptionnel sur votre plateau aujourd'hui. Je reçois Madame Caroline Pindinora. Elle est architecte de formation, comme je venais de le dire, présidente de l'association de femmes architectes du Congo, mais également présidente de l'association Mille et un espoir qui milite pour le droit de femmes. Elle est également chef de division à la primature affectée au bureau de coordination de suivi du programme Sino congolais, à qui je reçois sur ce plateau et je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Le plaisir est pour nous de vous recevoir pour la toute première fois sur ce plateau de Bossoro Télévision. Vos impressions? Le plaisir est partagé. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui sur le plateau. Merci beaucoup, madame. Alors, d'entrée de jeu, vous êtes architecte de formation. Tout à fait. Mais quelle a été la motivation parfaite de créer une association qui milite pour le droit des femmes? Je crois que la première motivation, c'est d'abord parce que je suis une femme. Et étant donné que je suis une femme, je comprends les problèmes que peuvent subir ou que peuvent vivre les femmes. Voilà. Donc, c'est aussi par rapport à mon cursus personnel, à ma vie personnelle. Et j'ai été victime à plusieurs reprises de harcèlement sexuel. Et même par rapport à la pratique de ma profession, c'est très compliqué pour nous en tant que femmes de pratiquer l'architecture parce que on a beaucoup plus de challenges que les hommes. On a besoin de beaucoup plus d'affirmation que les hommes pour que le client puisse te faire confiance. Il faut en faire un peu plus que les hommes. Donc, il y a tout ça, tout ce package-là et m'a en fait poussé à faire quelque chose. Je ne pouvais pas rester là les bras croisés. Je devais agir à mon niveau. Donc, c'est comme ça que j'ai créé l'ASBL Mille et un espoir avec certaines des personnes avec qui j'ai évolué et tout ça. Voilà. Pour quel objectif exactement aujourd'hui? En fait, nous plaçons un accent particulier sur les violences basées sur le genre. Parce que aujourd'hui, c'est toutes les femmes. Quand je dis toutes, je pèse bien mes mots. Toutes les femmes vivent des violences basées sur le genre. Parce qu'il faut les énumérer, il faut les connaître. Rien que le fait d'être harcelé sexuellement, c'est une violence basée sur le genre. Le mariage précoce, c'est une violence basée sur le genre. Le sexisme. Il y a des hommes, quand tu es dans un milieu d'hommes, tu es une femme, il y a certains comportements que les hommes affichent à ton endroit qui te mettent mal à l'aise. Ça, ce sont des violences basées sur le genre aussi. Donc, c'est à plusieurs niveaux et chaque femme à son niveau a son combat.
Ce qui fait que, bon, c'est ça en fait, nous on porte plus un accent particulier sur les violences basées sur le genre et nous utilisons un outil bien particulier, c'est-à-dire que nous faisons de la sensibilisation par le biais de la bande dessinée. Donc nous créons des bandes dessinées avec des thématiques qui sont liées aux violences basées sur le genre que, évidemment, nous aimerions bien distribuer gratuitement avec l'aide des organismes internationaux ou des mécènes ou même du gouvernement. Mais étant donné que, bon, l'association doit vivre, on doit tourner, donc c'est comme ça que ces bandes dessinées sont vendues. Voilà, donc on utilise vraiment cette thématique-là. La bande dessinée et même les dessins animés, nous avons toute une équipe sur ça. Les dessins animés, les revues pour jeunes. Et évidemment, on organise aussi plusieurs événements d'ordre culturel, d'ordre social, justement sur des thèmes qui ont trait à la femme. Aujourd'hui, 1001 espoirs, à quel impact? Ah, vous savez, c'est maintenant seulement que nous commençons, que les gens commencent à suivre un peu 1001 espoirs. Okay. Parce que c'est depuis 2018 que nous avons commencé. Mais c'était timide. Vous savez, moi, je comprends aussi, hein, je comprends parce que, bon, il y a beaucoup d'ONG mallettes, comme on dit. Beaucoup d'associations ne sont pas crédibles. Et c'est normal qu'au début, ça boite un peu. Donc maintenant, avec les contacts que nous avons, et comme nous avons multiplié plusieurs activités sur le terrain, nous forçons un peu la porte de certaines autorités. Et d'ailleurs, nous passons un peu plus dans les médias. C'est maintenant que les gens commencent quand même à entendre parler de 1001 espoirs. Et voilà un peu. Alors, en tant qu'architecte, mes femmes, comment arrivez-vous à vous imposer, à vous affirmer dans ce métier qui est un peu masculin? La première chose, c'est d'abord le travail. C'est-à-dire qu'il faut... Vous devez aimer ce que vous faites. Et lorsque vous allez... Bon, moi, je parle de moi, hein, personnellement. Quand je suis allée en architecture, c'est parce que je voulais devenir architecte. C'était un rêve. Je voulais devenir architecte. Et j'avais promis ça à mon papa, et à son âme qui est décédée. J'avais promis à mon papa de devenir architecte. Et lorsque vous choisissez en fait une option ou un travail, vous devez l'aimer. Parce que quand tu aimes ton travail, tu fais tout pour te démarquer dans ce travail-là. Et pour se faire respecter, je vous assure, madame, c'est pas facile du tout. C'est pas facile. Voilà pourquoi j'ai même parlé de harcèlement sexuel. Parce que beaucoup d'hommes, beaucoup de clients viennent, ils ont peut-être d'autres idées derrière la tête. Lorsqu'ils te voient, ils se disent, bon voilà, pour l'avoir, je vais passer par l'architecture. Voilà, madame, je voudrais construire. Ok, vous voulez construire, alors on commence et tout ça. Et lorsqu'il arrivera le moment de la paye, la personne vous donne par exemple des rendez-vous à des endroits bizarres, où la personne vous fait chanter. Donc, voyez un peu. Donc, c'est très difficile. Hormis ça, il y a aussi le fait que, bon, vous devez vous forger un caractère. Vous devez vous forger un caractère. Ça, c'est très, très important. Et certaines femmes, évidemment, comme je suis la présidente de l'association des femmes architectes, les plus jeunes, que j'ai le privilège d'encadrer, je leur dis ça. C'est-à-dire que c'est très facile pour un homme, lorsqu'il est en face d'une jeune architecte, de vouloir l'écraser. Alors toi, ce que tu dois faire, c'est que tu dois t'imposer de par ton comportement, ton travail déjà. Okay? Tu dois montrer que tu maîtrises en fait la chose. Et ton comportement, tu dois montrer que tu es ferme dans ce que tu fais, dans tes décisions. Il ne faut pas laisser transparaître même une once de fragilité. Moi, j'ai toujours dit ça. Parce que ce n'est pas un monde des bisounours. C'est une jungle. C'est-à-dire qu'on est en face des hommes parce qu'on a des confrères architectes qui sont là. On est tous en train de se battre pour affaire les marchés. Donc, si tu te laisses aller, tu mets ta féminité ou le côté fragile, entre guillemets, de la femme, c'est mort. Donc, il faut se forger un caractère, il faut être dur. Lorsqu'il faut être dur, surtout face aux maçons, parce que nous, des fois, on rencontre, des fois, tu arrives au chantier comme ça, toi, on t'appelle mère. Parce que mon mari est architecte aussi. Mais quand mon mari arrive, architecte, ingénieur, non. Moi, je leur ai toujours dit, je ne suis pas votre mère, je suis votre architecte, madame l'architecte. Vous ne m'appelez pas mère, non, pourquoi? Ou maman Nora, non. Non, parce que Nora, c'est mon poste-nom, en fait. Beaucoup de gens m'appellent par mon poste-nom. Non, vous devez m'appeler madame l'architecte. Voilà, c'est comme ça, il faut s'imposer. Et c'est les personnes qui s'opposent à cette ligne de conduite, moi, je vire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter de virer, de mettre de côté. Quand une personne ne te respecte pas,
tu dois imposer des limites. C'est clair, tu dois agir, tu ne peux pas laisser passer ça. D'accord, Voilà. Madame Nora. Ouais. Alors, quel état de lieu faites-vous aujourd'hui en République démocratique du Congo de droits de la femme en Afrique en général et en particulier en RDC? Ben moi, je dis qu'il y a des avancées. Hein, c'est positif. Parce que quand je regarde 60 ans plus tôt, déjà, si je dois prendre seulement l'aspect politique, il n'y avait pratiquement pas de femmes Oui. lors du gouvernement du régime de Kasavubu. Il n'y avait pas de femmes. C'est avec Mobutu qu'il y a eu la première femme ministre, Sophie Kanza. Vous voyez? Donc, on y va, on est en train d'y aller crescendo. Hein? Petit à petit, les femmes commencent à se retrouver, à occuper des postes de direction. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Mais seulement, la femme ne doit pas se reposer sur ses lauriers. Ce n'est pas un acquis. En fait, on doit rester vraiment aux aguets. À n'importe quel moment, on peut perdre, en fait, ce pouvoir que nous avons. Donc, nous avons le devoir de travailler pour maintenir, non seulement maintenir les caps, mais dépasser ce cap-là. Et pourquoi pas accéder à la magistrature suprême, par exemple. Un jour, présidente de la République, pourquoi pas. Voilà. Alors, peut-on aujourd'hui affirmer que 62 ans après, la RDC a fait une promotion adéquate de droits de la femme? Tout à fait. C'est vrai que ce n'est pas parfait, mais c'est déjà beaucoup. Parce que comme je viens de le dire, hein, on a un gouvernement aujourd'hui avec beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui occupent des postes de direction. Il y a au Conseil d'État, on vient de nommer une femme présidente du Conseil d'État. Et ça, c'est vraiment une avancée extraordinaire. Donc, il ne faudrait pas qu'on se leurre non plus. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle des femmes, les femmes, combat des femmes, on a l'impression que les femmes sont là en train de se plaindre, de geindre. Non, il y a des avancées. Et ces avancées-là, nous les saluons. Nous saluons. D'ailleurs, je pense que le président Félix Antoine Tshisekedi est parmi vraiment les présidents qui travaillent pour promouvoir justement les femmes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Moi, je dis qu'il y a des avancées et que ce n'est pas fini. Donc voilà, on va continuer, on fera tout pour que les choses évoluent encore plus. Quel pourcentage accordez-vous à cette promotion de la femme en RDC? Actuellement, Oui. Actuellement, on peut être à 30%. Hein. Il y a encore un long chemin. Il y a un long chemin, Il y a un très long chemin. Mhm. Oui, il y a un long chemin parce que moi, je me dis pourquoi à un poste comme Premier ministre, on n'a jamais eu de femmes. Pourquoi? C'est pas normal. Ce ne sont pas les femmes qui manquent. Parce qu'il y a des femmes ministres. Est-ce que ces femmes ministres-là, parmi ces femmes ministres, il y en a quand même qui sont en train de... Voilà, qui travaillent bien, qui prouvent qu'elles méritent leur place. Parmi ces femmes ministres, est-ce que cette femme ministre qui mérite sa place, qui travaille bien, ne peut pas être Premier ministre? Qu'est-ce qui empêche ça? Donc, on a encore du boulot. On constate plus ces derniers temps, les femmes ne sont pas dans de partis politiques, mais elles œuvrent plus dans la société civile par rapport à la politique. Pourquoi? Vous savez, je viens de dire ça ici. Je crois que on a un problème déjà. Quand on associe la politique à la femme, les femmes politiques sont un peu, caricaturées. Voilà, quand une femme fait de la politique, c'est que, bon, voilà, elle est passée par ceci, elle a fait ça, promotion canapé. Il y a tout ça. Il y a beaucoup d'idées reçues qui empêchent, en fait, les gens d'évoluer. Et certaines femmes ont du mal, comme je l'ai dit tout à l'heure, à se démarquer ou à prendre des décisions bien pour leur vie, par rapport, par exemple, à la politique, parce qu'elles ont été conditionnées comme ça. La femme a été conditionnée à se rétracter, à rester en arrière, à ne pas beaucoup se montrer. Quand tu es à côté d'un homme, tu auras tendance à laisser d'abord l'homme passer devant. Moi, je remarque ça. Des fois, on est dans des réunions avec des hommes. Et quand il s'agit de se servir, c'est bizarre. Les femmes, elles se mettent en arrière-plan. Elles laissent d'abord les hommes se servir en premier. Je ne comprends pas trop ça. Donc, c'est inné. C'est inné. Voilà. Quand je dis, inné, c'est une construction, en fait, sociétale. On nous apprend ça. Et ça empêche, en fait, les femmes à embrasser la carrière politique parce que la politique est tout de suite, quand on voit politique, on voit homme.
on voit difficilement les femmes. Ok. C'est-à-dire que c'est compliqué. C'est un peu comme un métier, entre guillemets, d'homme, l'architecture. Non, mais une femme architecte, une femme ingénieure, une femme pilote. C'est ça, en fait. Il y a beaucoup d'idées reçues qui font que la femme a du mal, en fait, à entrer dans la politique. Et moi, je me dis que tous ces partis politiques-là qui enrôlent les femmes, parce que il y en a quand même qui sont enrôlées, mais seulement elles jouent le rôle de djaléliste, comme on dit, plutôt que d'occuper des postes de direction ou des postes de commande. La plupart sont là pour applaudir, faire le djalélo. Non, en fait, ces partis politiques-là ont le devoir de former ces femmes-là. C'est-à-dire que quand tu enrôles des femmes dans ton parti politique, tu dois les outiller, tu dois les rendre compétitives. C'est très important parce qu'il y va de ton image, de l'image de ton parti politique. Alors, je ne comprends pas quand les mêmes dirigeants des partis politiques vont critiquer les femmes. Non, les femmes, elles ne sont pas là et tout. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux, pour ces femmes-là qui sont dans leur parti politique? Il faut qu'ils les aident. Voilà, il faut qu'ils les aident, il faut qu'ils les encadrent, il faut qu'ils jouent le rôle d'incubateur, comme on dit, pour ces femmes-là. Mesdames, Messieurs, comprenez que nous recevons sur ce plateau une femme qui est bien outillée, qui est venue défendre le droit de femmes en République démocratique du Congo. Mais sur ce plateau de Bossolo Télévision, c'est Madame Caroline Pindinora. Je rappelle qu'elle est architecte de formation, présidente de l'Association de femmes architectes du Congo, présidente également de l'association 1001 Espoirs qui milite pour le droit de femmes. Et c'est avec elle que nous sommes en train de faire ce bilan pour le droit de femmes en République démocratique du Congo. Je reviens à mon invitée, Madame Caroline. Alors, pouvez-vous établir un parallélisme entre la femme congolaise de 1960 et celle de 2020 en termes d'évolution? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Il y a des changements positifs, tout comme négatif aussi. Hein. Moi, je pense que le positif, c'est que les femmes, elles se réveillent. Hein. Elles se réveillent, elles prennent conscience de leur potentiel et elles ont envie de mettre ce potentiel au service de la nation. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Par contre, le côté négatif, c'est que, avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a beaucoup de laisser-aller, beaucoup de distractions. C'est-à-dire que tu peux avoir des objectifs à atteindre, mais tu te laisses distraire par des réseaux sociaux, par certains phénomènes sociaux, qui te font perdre du temps, qui réagissent comme des pesanteurs sur toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de négatif. Et ce que moi, je préconise à toutes les femmes, c'est que lorsque tu as une vision pour ta vie, tu dois être clair, en fait, avec ta vision de vie. Tu dois savoir ce que tu veux, exactement. Et tu dois être capable de te projeter, c'est-à-dire de te dire, dans 5 ans, moi, je me vois à tel endroit en train de faire telle chose pour telle personne. Vous voyez, ou pour moi-même. Il faut être capable, maintenant, à ce niveau, de te le dire. Parce que lorsque tu sais où tu vas, lorsque tu te fixes un objectif, tu sais quelles actions il faut que tu mènes pour que tu puisses atteindre cet objectif-là. Mais quand tu ne sais pas du tout où tu vas, comme on dit, un chemin nommé quelque part mène vers une destination nommée nulle part. Tu ne sais pas où tu vas, qu'est-ce que tu fais? Tu subis ta vie. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir te dire une chose et tu y vas. Tu vas à gauche, tu vas à droite, parce que tu n'as aucune vision pour ta vie. Moi, j'appelle les femmes à travailler sur elles-mêmes, à avoir des visions, à avoir des objectifs. C'est comme ça qu'on évolue. Tu peux être femme au foyer. Oui, il y a des femmes qui sont très heureuses comme ça et très épanouies. Tu es dans ton foyer, tu as des enfants, ok. Mais quelle est ta contribution dans l'équilibre, dans le maintien de l'équilibre des choses telles que Dieu les a établies? Parce que c'est ça notre devoir à nous ici sur Terre. Dieu nous a créés, il a établi les choses. Et en fait, chacun d'entre nous doit apporter sa contribution pour maintenir l'équilibre des choses telles que Dieu les a établies. Voilà. Quand il y a injustice, je donne l'exemple du combat du racisme, par exemple. Quand il y a injustice, il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent, qui travaillent pour rétablir la justice. Vous voyez, il y a eu des Nelson Mandela, n'est-ce pas, pour rétablir cette justice-là. Voilà. De la même manière que quand je parle du combat féministe, c'est pareil.
Donc, il y a eu des femmes qui se sont levées un jour pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir le droit de voter. Vous voyez? Parce qu'avant, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Donc, il y a eu des femmes qui se sont levées, qui ont travaillé dur pour qu'aujourd'hui, toi et moi, on aille voter notre président de la République, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça. Il faut que chacun d'entre nous cherche en lui ou en elle, parce qu'on parle des femmes, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer, en fait, à la restauration du monde, ou même à la construction de la société, de l'équilibre, au maintien de l'équilibre de la société. Tu vois? C'est ça, en fait, ce qu'il faut faire. Mais beaucoup de femmes ne le savent pas. Elles subissent leur vie. Elles ont du mal à prendre des décisions sur leur propre vie. Elles se laissent emporter par des vents, des courants, réseaux sociaux, TikTok, comment on appelle ça, le phénomène immature, tout ça. Tout ça là, c'est quoi? C'est dommage parce qu'il y a des femmes qui aiment bien ça. Ces histoires de, entre guillemets, novellas ou quoi. Mais, en fait, moi, je comprends pas. Désolée, mais moi, je comprends pas ça. Je comprends madame, pas. Oui. Madame Caroline, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons, vous pouvez affirmer aujourd'hui que vous êtes fière de ce que vous êtes? C'est le résultat de vos objectifs, comme vous venez de le dire, que la femme doit avoir des objectifs à atteindre. En fait, je ne suis pas encore fière. Je serai fière lorsque j'aurai atteint l'objectif ultime que je garde pour moi. Mais je peux dire que je suis satisfaite, en fait, de la façon dont les choses évoluent. Ce n'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout, parce que, évidemment, lorsque vous menez un combat où vous évoluez sans embûche, ça signifie qu'il faut se méfier de tout ce qui est facile, en fait. Voilà. Parce que l'homme se forge par la peine. À chaque fois que tu as un échec, moi, j'appelle l'échec une partie de la réussite. Quand tu échoues, il ne faut pas désespérer, il faut se dire que bon, voilà, l'échec m'apprend quelque chose. C'est-à-dire que je n'ai pas fait les choses comme il fallait que je les fasse. Donc, comme je n'ai pas fait ça comme ça, je dois rectifier les tirs. Tu vois? Ça signifie que l'échec fait partie du processus de réussite. Voilà. Donc, pour moi, je ne suis pas encore satisfaite à 100%. Je le serai probablement un jour, ou peut-être pas, parce qu'on dit que l'homme est un éternel insatisfait. Mais je suis contente de la manière dont les choses évoluent, parce que pour moi, le bonheur, c'est le parcours. C'est-à-dire, ce n'est pas un objectif final à atteindre. C'est le processus. À chaque fois que tu fais quelque chose qui t'approche un peu de ton objectif, ce que tu ressens là, c'est ça le bonheur pour moi. Voilà. Alors, selon vous, oui. Est-ce qu'il y a-t-il une volonté humaine entre femmes, cette solidarité, de travailler ensemble pour l'intérêt commun aujourd'hui? Bah, ma chère Esther, je suis désolée de te dire que je ne le remarque pas vraiment. Non. Et c'est ça, principalement, qui nous ralentit dans notre combat. Je ne cesserai jamais de le dire. À chaque fois que je passe sur les plateaux, je le dis toujours. Le phénomène de la reine des abeilles, c'est très grave. Celles qui sont au sommet ont tendance à écraser les autres. Elles veulent rester là. Là. Comme en lingala, on dit « Anganzami kakawana ». Elle ne veut pas préparer la relève. Et ça, c'est très, très grave. Il faut absolument que celles qui arrivent puissent aider les autres qui sont en bas à monter aussi. Il faut vraiment, vraiment cultiver ça. Et moi, je salue toutes les femmes qui arrivent à le faire. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je coordonne, ce que je n'ai pas dit, c'est que je coordonne également le réseau Ekoki Natosha, que préside Madame Marie-Josée Ifoku. C'est un réseau de un regroupement de plusieurs associations, ONG voilà, organisations qui militent pour les droits des femmes et des enfants. C'est moi qui coordonne. Et j'ai toujours pris Madame Marie-Josée Ifoku comme un mentor, une mentor pour moi. C'est-à-dire que ce côté-là que je recherche, dont je suis en train de parler, le fait de prendre sous son aile la nouvelle génération, c'est important. Je suis également coachée, entre guillemets, par Madame Maman Zuambumbo, et elle ne cesse de me rappeler ça. Elle dit, votre combat, évidemment, elle allait au soir un peu, elle est en train de sortir. Elle dit, votre combat, pour le réussir, vous devez absolument comprendre que c'est en étant unis qu'on pourra bouger les lignes. Pas en évoluant chacun de son côté. Non.
il faut qu'on arrive à se mettre ensemble, à travailler ensemble, à avoir le souci, en fait, vraiment du combat en question. Parce que quand on échec, on évolue seul de son côté, ça relève plus de son ego. On a besoin de se faire voir, de se faire connaître, plutôt que de travailler vraiment pour le bien des femmes et tout ça, des droits des femmes. Voilà. Alors, dans le cadre de l'émancipation de la femme, quelles sont les barrières que vous relevez? Il y a les idées reçues, les stéréotypes, les stéréotypes, et même l'éducation qu'on donne en fait aux femmes. C'est très dommage parce que on n'apprend pas à la femme à être autonome très tôt. C'est-à-dire qu'il faut, moi j'ai toujours dit par exemple que l'entrepreneuriat doit s'apprendre à l'école. On nous apprend à tous, et aux hommes et aux femmes, aller à l'école, tu finis, tu as ton diplôme, tu cherches un travail. Mais on ne nous apprend pas à devenir entrepreneur. Alors que tout le monde sait que tous les milliardaires qui existent sur Terre sont des entrepreneurs. Tu ne verras jamais un salarié devenir milliardaire un jour. Non, il n'y a pas moyen de faire fortune avec ton salaire de la fin du mois. Okay. Et ça, ce sont des choses qui empêchent la femme de s'émanciper. Parce que pour t'émanciper, tu as besoin d'avoir de l'argent, d'être indépendante financièrement. C'est la première chose qui doit te permettre de t'émanciper. Quand tu es à même, tu es capable de te prendre en charge. Or, beaucoup de femmes, ce n'est pas ça. Quand on nous élève, on nous montre que, voilà, tu dois te marier, tu fais tes études, tu te maries. Et c'est l'homme qui doit prendre soin de toi. L'homme doit prendre soin de toi. Et si tu tombes sur un homme, un pervers narcissique et tout, qui te bloque financièrement, qui te donne rien, comment vas-tu t'émanciper? C'est pas possible. Alors qu'une femme qui a un revenu peut justement contribuer même à l'économie du pays. Parce que toutes ces femmes-là qui vendent du pain, qui font ça, ce sont elles qui tiennent l'économie en fait de la République démocratique du Congo. Ah oui, il faut qu'on se le dise. Ces femmes-là, les mamans maraîchères qui vendent de l'Unda, aujourd'hui, si toutes ces femmes décidaient de ne plus le faire, qu'est-ce qu'on serait? On deviendrait. Vous voyez? Donc, il y a les idées reçues, les stéréotypes, l'éducation qu'on donne aux jeunes filles. Et même à l'école, moi, je ferai tout, en fait, pour mener ce combat-là d'intégrer l'égalité de sexe comme cours à donner aux enfants à l'école. Vous voyez? Et ça va englober toutes ces matières-là, l'émancipation de la femme, la masculinité positive et tout ça. Il faut qu'on en fasse un cours, un package, qu'on va commencer à inculquer aux enfants dès l'école. Okay. C'est de cette façon-là qu'on pourra changer, en fait, la mentalité des femmes et les préparer justement à une émancipation. D'accord. Voilà. Quels sont aujourd'hui les défis à relever dans le cadre de l'émancipation de la femme? Y a-t-il de défis que vous devez relever, vous, en tant que femme? Oui, déjà, il faut... Parce que déjà, la femme n'est pas seulement appelée à se plaindre, elle doit également proposer. Oui, mais bon, vous savez, comme je l'ai dit, c'est difficile pour les femmes de proposer des choses, parce qu'on ne nous a pas appris ça. On ne nous a pas appris ça. On nous apprend ici, en RDC ou même en Afrique, pour qu'une femme soit considérée comme une femme bien, une femme épanouie. C'est une femme qui est mariée. Et quand tu te maries, il faut que tu fasses des enfants. Et quand tu as fait des enfants, on regarde comment tu te comportes avec ton mari, entre guillemets, la soumission totale est effective dans ton foyer. Bon, encore que si tu travailles, non, parce qu'on va te demander plutôt d'avoir un petit commerce devant chez toi ou voilà, quelque chose qui ne va pas être qui va pas te mettre trop en avant-plan. C'est ça comme ça, c'est ça que les gens ont en tête. Et ça, c'est vraiment un défi. Il faut qu'on comprenne aujourd'hui que l'épanouissement d'une femme dépend de ce qu'elle veut être. C'est ça, en fait. Ce n'est pas parce que mon ami s'est marié, est épanoui dans son foyer, que moi qui ne suis pas mariée, j'ai raté ma vie. Non. Non. Je peux apporter ma pierre autrement. Vous voyez? Il faut qu'on trouve le moyen d'intégrer toutes ces femmes-là dans la construction de la société. Pas seulement donner de la valeur à la femme qui est mariée. Moi, j'ai 15 ans de mariage. J'ai 15 ans de mariage. Mais je connais des femmes qui ne sont pas mariées, mais qui réalisent de très grandes choses.
qui réalisent des grandes choses, qui font, mais vraiment, qui font beaucoup pour la société. Hein? Il y en a. Mais est-ce que vous allez me dire que cette femme-là ne vaut pas, moi je vaux plus que ça? Non, non, non. On est toutes égales et voilà. Je pense que le plus grand défi, c'est d'abord d'enlever ces idées reçues-là, ces stéréotypes de la tête des gens. Et que les gens considèrent d'abord la personne, la matière grise que la personne peut apporter pour le bien-être de la société. Merci beaucoup, Madame Caroline. Alors, nous allons essayer un peu de parler de cette activité qui est organisée le samedi déjà. Oui, le 13 août. Le 13. Alors, pourquoi cette activité? Pouvons-nous avoir quelques détails par rapport à ça? Évidemment, c'est toujours dans le cadre de l'égalité des sexes. Hein. Parce que je crois que vous serez d'accord avec moi qu'on parle peu ou pas du tout des femmes qui ont écrit l'histoire de l'Afrique. Oui. Je suppose que tu connais l'histoire de Shaka Zulu, n'est-ce pas? Tu connais l'histoire de Sundiata Keita. Tu vois, non? Là, c'est direct, non? Oui. Mais si je te dis, est-ce que tu connais la reine Zinga de l'Angola? Est-ce que tu connais, comment elle s'appelle déjà? L'histoire de Cléopâtre, peut-être parce qu'on a étudié ça à l'école. Mais il y a beaucoup de reines, en fait, beaucoup de reines qui ont contribué à faire de l'Afrique ce qu'elle est aujourd'hui. Mais on n'en parle pas. Encore une fois, puisque ce sont les femmes, elles passent en second lieu, en seconde position. Voilà pourquoi l'ASBL Mies, Mille et un Espoir, a voulu en fait mettre en lumière toutes ces héroïnes-là. Et on va même faire un portrait croisé. Ce n'est pas seulement les héroïnes d'hier, hier et d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a des femmes qui se démarquent. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Madame Sophie Kanza? Vous savez qui elle est? C'était la première femme ministre de la RDC. La toute première, Sophie Kanza. Mais si je pose la question, même si vous posez la question à votre petite sœur, elle ne connaîtra pas ça. Et pourtant, c'est une femme qui est entrée dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Maman Zuzu Ambombo, c'est la première femme gouverneure, n'est-ce pas? Voilà, donc on va vraiment essayer de mettre en lumière toutes ces héroïnes-là, Kimpa Vita, même Maman Mouilou, grâce à qui aujourd'hui l'église kimbangiste existe. Mais est-ce qu'on parle d'elle? Non, on ne parle pas d'elle. Et ça, c'est très injuste. Il faut qu'on prenne le temps de parler de toutes ces femmes-là qui ont écrit l'histoire de l'Afrique, du continent africain. Hein, toutes ces reines qui ont travaillé dur. Il y a la reine Santois du Ghana. Chacune a son histoire. Et vous verrez que lorsqu'on va vous raconter l'histoire de ces femmes, vous serez étonnés. Ah bon, elles ont fait ça? Vous voyez? Et c'est dommage qu'on n'en parle pas. Donc c'est vraiment dans cette optique-là que nous avons organisé cet événement-là. Ça va toucher tous les domaines, politiques, culturels, technologiques, même sportifs. Donc on va vraiment essayer de parler brièvement de leurs histoires, de toutes ces reines-là, et voilà, de voir un peu celles qui seront sur place aussi, qui pourront venir, parler d'elles aussi, bon voilà, c'est ça. Mais on a aussi organisé un concours de poésie. À la même occasion? Oui, oui, c'est le jour, on avait lancé d'ailleurs les candidatures qui se sont clôturées le 17 juillet, et c'est le 13 justement qu'on va connaître le nombre des gagnants. Il y aura 3 gagnants. Le premier va gagner $500, le deuxième 300 et le troisième 150 $. C'est vraiment pour promouvoir en fait les jeunes, hein, la culture chez les jeunes. Donc le concours, c'est le concours Wanawa Kewa Africa. C'est ça le nom de l'événement. Sous le thème Femmes noires, héroïnes de l'histoire. Donc les jeunes nous ont envoyé leurs poèmes. Nous avons déjà procédé au dépouillement. On connaît déjà les noms des gagnants, mais on va l'annoncer ce jour-là, le jour J, le 13. Voilà, en présence de Madame la ministre de la Culture. La cérémonie est ouverte à tout le monde? Oui, mais c'est sur invitation. Ok, c'est sur invitation. Oui, c'est sur invitation. Alors, on aimerait bien ouvrir à tout le monde et tous mes bons. Bon, on verra, mais c'est sur invitation. Ok, nous sommes déjà presque à la fin. Alors, Madame Caroline, un message par rapport à toutes ces femmes qui vous ont suivi. J'aimerais que vous puissiez le faire en français et en lingala aussi, pour permettre que toutes les femmes qui nous suivent de bien saisir votre message. En fait, ce que je voudrais dire aux femmes ici, c'est qu'il faut qu'elles prennent conscience de ce qu'elles sont.
Vous savez pourquoi le Seigneur a dû endormir l'homme pour créer la femme? Parce qu'il savait qu'il avait des choses très, très importantes à lui dire que l'homme ne devait pas entendre. Donc la femme a quelque chose de spécial, d'extraordinaire. Il faut qu'à chaque fois que mes sœurs entendent ça, qu'elles se rappellent de ça. À chaque fois que tu te retrouves dans une situation compliquée, où tu vois que tu es vraiment au fond du gouffre, tu es en pleine dépression, rappelle-toi de ton identité. Ok. Ton identité d'enfant de Dieu. L'enfant d'un lion est un lion, n'est-ce pas? Oui. Quand tu es enfant de Dieu, ça signifie que tu as de la divinité en toi. Tu ne peux pas rester les deux genoux à terre ou complètement à plat. Non. Tu te sens fatigué, tu te relèves. C'est-à-dire que tu prends ton temps de te reposer, mais tu te relèves. Ne reste pas dans cette situation-là de tristesse où tu es accablé pendant longtemps. Non, non. Moi, j'aimerais appeler les femmes à se lever, en fait. Voilà, à prendre conscience de leur identité et à trouver cette chose spéciale que le Seigneur a mis en elles pour qu'elles puissent aussi apporter sa pierre dans la construction de notre République démocratique du Congo. Voilà. Bon, en lingala, je ne suis pas très bonne en lingala. En lingala. Donc, bande kolanga abasi, ba maman ya Congo. La lingina imsabino que moi si à Congo azana eloko moko ya mutu ya onzambe atia na kati na ye. Ce que tali malamu na mabota na biso basi nde to simbaka. Soko ozana mobile ozana libala mais kaka yo ko bela ou bien au relâché moi moké otika moi mosala zo sala ndako ezaka ndenge nini ou bien ceux qui mama azate bana batika ya ndenge nini. Donc tozana eloko moko o ya motu ya onzamba tia na kati na biso, il faut tozala kanango toujours na esprit à chaque fois, hein. Soko yo ki ke non moi découragement ngo kokota yo ko rumela na kati ya découragement wana te kanisa kaka ke oza mwana nzambi ozana eloko moko ya extraordinaire, il y a différents, il y a mutu on nzamba tia na kati na yo ko exploiter ko tiango na service ya mboka pour que makambo ke liboso. Voilà. Merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs de Bosolo Télévision. Je vous avais dit que c'est une émission spéciale parce qu'elle a reçu sur ce plateau une femme bien outillée qui est venue parler de droits de femmes, Madame Caroline Pindinora, architecte de formation, présidente de l'Association de femmes architectes du Congo, présidente également de l'Association Mille et un Espoirs qui milite pour le droit de femmes, chef de division à la primature affectée au bureau de coordination de suivi du programme sino-congolais. C'est avec elle que nous avons parlé sur le bilan de droits de femmes en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, le plaisir était pour moi de vous présenter cette émission. Alors, je vous laisse avec le réel plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. Restez branchés sur les antennes de Bosolo Télévision, la première chaîne au cœur des investigations. Au revoir et à très bientôt.